Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 29 octobre. Pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Quand on fait de la croissance externe, c'est qu'il y a moins de croissance interne ou pas? En tout cas, la séance de lundi a été ponctuée par deux annonces. Alors, une que l'on connaissait depuis dimanche, LVMH, lance une offre sur le joaillier américain Tiffany. Tiffany, ça pèse environ 15 milliards de dollars en bourse. LVMH a proposé 120 dollars par titre. Bon, c'est juste un prix de départ. Maintenant, les enchères commencent. En tout cas, les opérateurs ont déjà fait leurs calculs. Il y aura probablement au moins une surenchère vers 130 dollars, puisque c'était le prix de clôture hier de Tiffany. Puis l'autre opération, eh bien, elle pourrait être réalisée par Google, qui voudrait s'offrir Fitbit. Alors là, c'est pas du 15 milliards de dollars. Fitbit, il y a 2 mois, ça valait à peu près 600 millions de dollars. Avec l'annonce de l'offre de Google, hier le titre a repris 33% et s'est envolé aux alentours des 5,80 $, ce qui représente un doublement par rapport à son récent plancher du mois de juillet, je crois. Alors, l'opération Fitbit, c'est peut-être pas tant pour mettre la main sur des montres connectées que sur le système de paiement de Fitbit. Et en ce qui concerne LVMH, s'acheter Tiffany, c'est peut-être pour grossir dans le domaine de la joaillerie, qui connaît une progression assez appréciable cette année. Mais est-ce que Tiffany est plus rentable que LVMH? On se rappelle que Tiffany avait annoncé plusieurs trimestres consécutifs des résultats décevants alors que LVMH, Kering et Hermès continuaient de caracoler. Et oui, le bijou, la haute joaillerie, c'est un petit peu moins porteur que la maroquinerie qui, elle, reste quand même accessible à tous. Alors, quand on voit se multiplier les opérations de croissance externe, y compris pour racheter des gens qui ne sont pas forcément très rentables ou moins rentables que vous, quelle est la logique sous-jacente? En tout cas, ça a eu quand même une vertu, c'est de montrer qu'il y avait de la valeur dans beaucoup d'entreprises, injustement sous-estimées. En tout cas, c'est ce que l'on pense aujourd'hui de Tiffany et de Fitbit. Il pourrait y avoir d'autres exemples. Mais il y a aussi, symétriquement, des résultats qui déçoivent et qui sont lourdement sanctionnés. On se rappelle la semaine dernière des moins 37% sur Europcar, des moins 15% sur Darty, des moins 30% à l'ouverture sur Ubisoft. Bref, on a quand même un petit peu un marché qui s'emballe complètement quand on a une bonne nouvelle et qui déprime totalement lorsqu'il y en a une mauvaise. C'est un marché qui ne fait pas grand-chose, qui semble extrêmement calme et qui en fait, chaque jour, donne lieu à des réactions complètement extrêmes. En tout cas, des extrêmes, on en a également franchi en termes de capitalisation boursière. Pour le S&P 500, ça y est, les 3029 sont franchis. On a été chercher 3042, un nouveau record absolu. Sur le CAC 40 Global Return, là aussi, c'est fait. Nouveau record au-delà des 15 500 points, 15 540. On est au-delà des 5 521 du 17 octobre dernier. Et puis record également pour le Nasdaq 100 qui a franchi pour la première fois les 8100 points, qui a même clôturé à 8110 et qui affiche maintenant plus de 27% de hausse depuis le début de l'année, devant le Nasdaq Composite avec ses 25,4 et le CAC 40 Global Return avec ses 25% de hausse. 25% de hausse à 2 mois de la fin de l'année. Alors faisons un rapide calcul. Ça nous fait 2,2% de hausse par mois depuis le 1er janvier. Donc on va rajouter 4,5% de hausse
Eh bien, allez, avec le rallye de fin d'année, on pourrait peut-être atteindre les plus 30 sur le CAC 40 Global Return cette année et passer largement la barre des 30 sur le Nasdaq ou le Nasdaq 100. 30% de hausse une année où on annonce un ralentissement de la croissance, enfin on ne l'annonce pas, on le constate, mais on annonce que ça pourrait être pire en 2020. Une année où on révise par 3 fois à la baisse les bénéfices, plus 30% dans ces conditions, à part reconnaître que c'est l'argent des banques centrales qui font gonfler les bulles, eh bien je ne vois vraiment pas qui pourrait aujourd'hui prétendre que les actions ne sont pas chères, qu'il y a plein d'opportunités. Voyez Tiffany et voyez Fitbit. Oui, donc il n'y a pas de bulle. Ben non, c'est vrai, je suis le premier à reconnaître qu'il n'y a pas de bulle. Si on considère comme bulle une expansion des valorisations liée à une espèce d'enthousiasme imbécile des opérateurs, là il n'y a aucun enthousiasme d'aucune sorte, c'est juste que les opérateurs sont canalisés par les banques centrales, ils avancent vers le goulag, la fourche au creux des reins, ils achètent du papier parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Et peut-être que justement les opérations de croissance externe, c'est lié au fait qu'on ne peut plus faire autrement.